Il y a quelque temps, j'ai eu un débat avec une amie qui déteste One Piece. Bon bah ça arrive, il y a plein de gens pour qui One Piece ça ne passe pas. Le manga est loin, très loin d'être exempt de tout défaut. Mais mon but c'était de lui faire comprendre les points que j'appréciais chez One Piece. Et pour ça je l'ai comparé à une saga qu'on aime bien tous les deux, Le Seigneur des Anneaux. Car pour moi, les raisons qui me font aimer le manga de Oda sont les mêmes qui me font aimer les romans de Tolkien. Évidemment, je me suis fait aussitôt insulter pour avoir osé mettre en parallèle les deux œuvres. Mais, ce qui avait commencé au départ comme une réflexion bancale, un peu comme le troisième point de la deuxième partie de ta copie de philo, va peu à peu se développer dans ma tête. Et si ces deux récits étaient au final beaucoup plus proches que ce que l'on pense de prime abord. Avant toute chose, un petit rappel de ce que sont One Piece et le Seigneur des Anneaux. One Piece est un manga créé par Eiichiro Oda, publié à partir de juillet 1997 dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Le succès est rapidement au rendez-vous et au cours des années 2000, One Piece régnera sur le monde du shonen aux côtés de Naruto et Bleach, sous le nom du Big Three. Petite parenthèse à ce propos d'ailleurs, ce nom est tout à fait officieux, il a été créé par les cercles de fans et ne dépeint que la popularité des trois œuvres et non pas leur qualité intrinsèque. Parenthèse fermée. Le manga suit les aventures de Monkey D. Luffy, jeune pirate un peu goofy, qui se lance avec son équipage à travers un monde fantastique pour trouver au bout le fameux trésor éponyme, le One Piece, laissé par le roi des pirates, Gold Roger. Une adaptation animée par le studio Toei Animation, responsable entre autres de l'anime Dragon Ball Z, verra le jour en 1999, étendant encore plus le succès de One Piece, notamment à l'international. Le Seigneur des Anneaux, quant à lui, est une série de romans en 3 volumes, écrite par l'écrivain britannique John Ronald Reuel Tolkien, JRR pour les intimes, mais nous on se contentera de Tolkien, hein. Les romans nous racontent le voyage de Frodon Sake, chargé un peu malgré lui de porter un anneau magique, convoité par le Seigneur des Ténèbres, Sauron. Accompagné de la communauté de l'anneau, il entreprend un voyage périlleux dont l'objectif est la destruction du précieux artefact, afin que personne ne s'accapare plus jamais son pouvoir. La série de romans sera adaptée plusieurs fois, notamment sous forme de long métrage d'animation, par le réalisateur Ralph Bakshi en 1978. Ouais, enfin adapté du moins en partie. Car le film ne fera pas l'unanimité. Couvrant le premier tome et une partie du deuxième, aucune suite ne verra le jour, malgré un succès commercial respectable. Il relancera cependant une certaine hype autour des livres de Tolkien. Et entre 2001 et 2003, les salles de cinéma accueilleront l'adaptation la plus connue à ce jour, les 3 films du réalisateur Peter Jackson. D'ores et déjà, on peut voir quelques similarités dans la description des deux œuvres. Des livres, adaptés sous forme audiovisuelle, racontant le périple d'un jeune protagoniste insouciant de l'immensité du monde fantastique qui l'entoure, accompagné d'une bande, pour l'aider à atteindre son objectif qui tourne autour d'un, entre gros guillemets, MacGuffin, moteur de l'histoire présent dans le titre que beaucoup d'autres personnages convoitent. Mais ça, c'est un peu léger, c'est le cas d'énormément de récits après tout. Voyons voir ce qu'on peut comparer d'autres. En termes de popularité, on peut en débattre, mais pour moi les deux œuvres se valent dans le spectre de leurs domaines respectifs. C'est-à-dire le roman de fantasy pour Le Seigneur des Anneaux et le manga shonen pour One Piece. Aujourd'hui, si on me dit roman de fantasy, Le Seigneur des Anneaux c'est le premier nom qui vient en tête. Si on me dit manga shonen, il y a peut-être un peu plus de débat avec Dragon Ball ou Naruto, mais One Piece reste le plus actuel. Aidé, il est vrai, par internet qui a mis en contact les fans et la série Netflix qui a fait découvrir l'œuvre à un public plus large. En tout cas, nous avons deux monuments qui ont su développer une fanbase conséquente, et parfois même un peu puriste, qui sont devenus par la force des choses des éléments importants de la pop culture. On arrive à la partie qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qui a fait le succès de One Piece et du Seigneur des Anneaux ? Pour moi, la plus grande qualité de ces deux œuvres, c'est la structure du récit et comment celle-ci est mise au service du world building. Alors, ce mot, on l'entend un peu partout, et comme il n'a pas vraiment d'équivalent en français, on a tendance à le définir un peu vaguement. Mais accordons-nous sur le fait qu'il s'agit de la manière dont un auteur va rendre son univers cohérent et tangible, à comment il arrive à nous faire croire que des dessins ou des mots arrivent à devenir vivants dans nos têtes. Déjà, parlons un peu plus en détail de la façon dont les récits sont construits. Normalement, vous avez tous appris en 5ème pendant les cours de français de Madame Lambert que la majorité des récits s'articulent en grandes étapes. Situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, dénouement et situation finale. Ici, on va zoomer un peu pour parler d'une structure qui concerne principalement les récits d'aventure,
le monomythe, ou le voyage du héros, décrit dans Le Héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Campbell, c'est un écrivain qui a analysé les grands récits de l'histoire de l'humanité et qui dans les années 40 en a tiré une structure narrative générale. Pour paraphraser grossièrement sa théorie, un héros vit un quotidien paisible, un élément extérieur vient l'arracher à son quotidien pour le mener vers l'aventure, il va faire des rencontres et affronter les grandes forces en opposition dans ce monde, il remporte finalement la victoire en ayant au passage acquis une récompense, enfin il rentre chez lui avec cette récompense dont il va se servir pour changer le monde. Globalement, on est proche du schéma narratif classique. L'idée importante ici, c'est que Campbell schématise son monomythe comme un cycle. Le héros revient à son point de départ, mais est sorti transformé de son aventure et en ayant changé le monde. Ce qui permet d'inscrire une histoire dans quelque chose de beaucoup plus grand. Chaque point d'arrivée est aussi un point de départ, et ce simple principe rend un univers beaucoup plus concret. Il y a un avant et un après, le monde évolue et l'histoire qu'on a suivie n'en est qu'une parmi tant d'autres. Par exemple, George Lucas a admis s'être beaucoup inspiré du travail de Campbell pour créer l'univers de Star Wars. Et en effet, l'histoire de Luke est un voyage du héros tout à fait classique, et elle s'inscrit au milieu d'autres histoires comme celle d'Anakin et l'apostologie. Et pour en revenir aux deux exemples qui nous intéressent, c'est exactement pareil. Frodon vit tranquille dans la comté, mais l'arrivée de Gandalf va le pousser vers l'aventure. Il y fera des rencontres, affrontera les armées de Sauron pour finalement détruire l'anneau et débarrasser le monde du Seigneur des Ténèbres. Il rentre chez lui transformé, pas forcément de la bonne manière, mais en ayant apporté la paix autour de lui. Son récit n'est cependant pas le seul de cet univers, puisque précédé par Le Hobbit, qui narre l'aventure de son oncle Bilbon qui a possédé l'anneau avant lui. On peut citer également le Silmarillion, un ouvrage qui relate les anciens mythes de la Terre du Milieu, qui permet d'en apprendre plus sur la genèse de cet univers. Et pour One Piece, Luffy est un jeune garçon qui vit dans sa petite île paumée et tranquille, mais l'arrivée de Shanks va l'inspirer à devenir pirate à son tour et à prendre la mer. Il y rencontrera petit à petit son équipage et affrontera le gouvernement corrompu et les autres pirates, pour à la fin, on l'espère, trouver le One Piece et changer le monde pour le mieux. Et à l'intérieur même de One Piece, d'autres récits nous sont contés, notamment l'histoire de Gold Roger, le roi des pirates qui a précédé Luffy, et le siècle oublié qui est encore nimbé de mystères à l'heure actuelle mais qui cache les récits que le gouvernement essaye de cacher au reste du monde, et qui sont la cause de la situation actuelle de cet univers. Ça vous rappelle rien? Et si je les mets côte à côte? On a l'aventure principale d'un protagoniste qui va suivre une aventure similaire à un prédécesseur qui était en possession de l'artefact que le héros a ou est destiné à avoir en sa possession, ainsi qu'un ensemble de récits très anciens qui ont façonné le monde tel qu'on le connaît à l'époque de l'histoire principale. Évidemment, ce n'est pas étonnant si on considère que les deux œuvres découlent du monomythe. Mais ça ne me surprendrait pas qu'Oda ait aussi dévoré les livres de Tolkien étant plus jeune, et s'en soit en partie inspiré pour la création de One Piece, parmi tout un tas d'autres inspirations de la littérature, du manga et de la vie réelle. Sur base du monomythe, on a vu qu'on peut structurer un univers de façon organique. Les bons auteurs, eux, y insufflent de la vie en le peuplant de personnages, de créatures, de lieux, d'objets, de légendes. Que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux ou dans One Piece, les personnages, les factions, les villes, les pays, les créatures, les mythes, tout y est décrit avec soin et détail. Juste assez pour qu'on soit investi dans les étapes du périple, mais sans que ça devienne trop lourd. Les deux auteurs ont même été jusqu'à créer de nouvelles langues spécifiques à leurs univers. Les éléments sont reliés entre eux de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression de voir une suite de blocs les uns après les autres, mais bien une carte qui se dévoile peu à peu aux personnages comme aux lecteurs. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on peut retrouver des cartes détaillées du monde de One Piece et de la Terre du Milieu, sur lesquelles on peut tracer précisément le parcours de tout un tas de personnages. Cette cohérence participe à la création d'une mythologie propre aux œuvres. Le fait de voir le héros s'accaparer petit à petit le monde gigantesque jusqu'à en devenir l'un des acteurs principaux, c'est un sentiment grisant de progression et d'accomplissement qui se transmet au lecteur. Profitez de cet univers riche pour y introduire des thèmes intéressants, et pour moi vous avez la raison de pourquoi ces œuvres marchent autant. En toute honnêteté, plutôt que le Seigneur des Anneaux, j'aurais pu évidemment choisir beaucoup de licences à univers étendu pour ma comparaison. Le but de cette vidéo n'était pas forcément de relever les similitudes entre deux œuvres, mais plutôt de discuter de la légitimité de comparer certaines œuvres. En voyant le titre de la vidéo, vous avez pu vous dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment tu peux mettre le Seigneur des Anneaux au même niveau que One Piece ?» Comme ce qui m'est arrivé avec ma pote. Parce que dans l'inconscient collectif, les romans de Tolkien sont plus prestigieux. J'ai l'impression que ça s'est atténué durant ces dernières années, mais il demeure une sorte de hiérarchie du prestige dans l'art. Si on demande aujourd'hui c'est quoi le plus prestigieux entre être fan du Seigneur des Anneaux et être fan de One Piece, bah le grand public vous dira le Seigneur des Anneaux, parce que c'est de la littérature britannique et que One Piece c'est de la bande dessinée japonaise. Pourtant, on a vu que les deux œuvres ont des qualités similaires et qu'il est intéressant de les comparer en profondeur. Le manga a été pendant très longtemps un média confiné au Japon, qui ne s'est véritablement exporté que quand le pays s'est rouvert au reste du monde.
Et comme tout art nouveau, il faut du temps pour qu'il soit unanimement accepté. La littérature britannique, elle, est en place depuis des siècles en comparaison. Et pourtant, avant les adaptations de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux c'était aussi considéré comme un truc de geek. Alors qu'aujourd'hui, peu de gens oseraient remettre en cause l'héritage qu'a laissé l'œuvre de Tolkien. Et nul doute qu'il faudra attendre quelques décennies après la fin de One Piece pour confirmer si oui ou non, il restera un classique culturel qui inspirera d'autres histoires après lui. Mais j'ai bon espoir que quand le manga prendra fin, Oda ne laissera pas son univers à l'abandon et continuera d'en exploiter la richesse à travers d'autres projets. Si je devais donner un message à cette vidéo, ce serait « N'ayez pas honte des œuvres que vous appréciez. Même si la validation sociale va à l'encontre de vos goûts, n'ayez pas peur d'analyser vos péchés mignons pour mettre le doigt sur ce qui fait que ça vous a touché. » Ainsi, face à un sceptique, vous aurez les arguments pour défendre ce qui vous passionne. L'art, ça évolue, ce qui parle à une personne ne parlera pas à une autre. Aujourd'hui, dans la musique, le rap est toujours vu par le grand public comme étant en bas de la hiérarchie. Avant ça, c'était le rock, et avant ça, c'était le jazz. Dans le domaine de la comédie, le théâtre et le cinéma étaient les saints grals de la profession, et le doublage était vu comme une discipline honteuse, à tel point qu'aujourd'hui encore, les comédiens de l'époque refusent l'utilisation du mot doubleur pour les désigner. Et pourtant, aujourd'hui, le doublage est considéré comme un art à part entière, qui a gagné énormément en popularité, à tel point qu'on a inventé le terme voxophile pour désigner les fans de doubleurs. Défendez les artistes, les œuvres, les médias qui vous font vibrer, parce que c'est ça qui vous rend unique.